ça les fera venir. Donc, voilà. Bonjour, je suis Romain Gano, je suis directeur général de Silver Valley. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier webinaire de notre Silver Week. Alors, la Silver Week est un concentré sur une semaine de l'accompagnement que peut apporter Silver Valley à ses adhérents et à l'écosystème. On a débuté la Silver Week hier par des rencontres en région, donc sur 2 territoires, à Lyon et à Marseille, puis par quelques rencontres partenaires le soir. Et là, on va attaquer un site de webinaire ou d'accompagnement en expertise. Et on va débuter celui-ci par un webinaire qui est un nouveau webinaire, c'est un nouveau sujet sur lequel on va parler, qui est le travail avec un actuaire. Pourquoi? Après, je laisserai Carole et Xavier se présenter. Pourquoi ce sujet-là qui est assez technique? Et d'ailleurs, on le voit, on a moins de participants que d'habitude, alors que c'est un sujet qui répond à un enjeu énorme. Quand j'ai pris mes fonctions, petite histoire, quand j'ai pris mes fonctions, une des premières entreprises que j'ai rencontrées voulait prouver son efficacité à un assureur. Et le premier conseil que je lui avais donné était de tiens, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec un actuaire? La réponse était mais qu'est-ce que c'est un actuaire? Je ne connais pas cette profession. Et je lui disais c'est bizarre, dans son cas d'usage à lui, pour moi, c'est indispensable si on veut travailler avec un assureur de s'associer à l'expertise d'un actuaire. Et quelques semaines après, je rencontrais Carole, Xavier, on échangeait et on s'était dit on fera cette action-là pour le moment, pour donner à voir quel peut être l'intérêt de travailler avec un actuaire et quels peuvent être les cas d'usage de l'actuariat dans l'assurance et donc, in fine, pour les entreprises de la Silver Economy. Donc, avant de commencer le webinaire, je vais inviter les deux intervenants à se présenter. Carole, je commence par toi. Tu veux dire quelques mots sur toi, sur ton parcours? Oui, bonjour à tous. Merci Romain de nous accueillir à cette session spéciale Silver Valley. Donc moi, je suis Carole Mendy, je suis actuaire depuis maintenant plus de 20 ans. Donc j'ai passé une quinzaine d'années en compagnie dans différents services techniques, direction technique de compagnies et de mutuelles. Et puis, je me suis mis donc depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à mon compte comme actuaire consultante indépendante. Et j'interviens donc soit pour réaliser des études actuariales pour des compagnies, des courtiers, des réassureurs, donc dans le monde dans l'univers de l'assurance. Donc soit pour intervenir, pour diriger des équipes sur des projets, c'est ce que je fais actuellement. Voilà, donc différentes manières d'intervenir, donc soit en régie experte, soit sur de l'expertise sur un point précis. Donc voilà, donc j'interviens de différentes manières chez tous les acteurs de l'environnement assurantiel. Voilà pour moi, je vais laisser Xavier se présenter. Bonjour à tous, enchanté et merci Romain. Alors moi j'ai 10 ans de banque, mais j'ai surtout un peu plus de 20 ans d'assurance, en compagnie d'assurance, en mutualité, principalement dans le développement commercial, la quête d'adhérents de contrats, de chiffre d'affaires. Et j'ai pas mal fait aussi de réassurance pour le compte de compagnies d'assurance et réassurance d'institutions de prévoyance et de mutuelles. Donc en fait, c'est un écosystème que je connais plutôt bien. Alors, je n'ai pas fait d'études d'actuariat, voilà, donc j'ai presque loupé ma vie, euh, mais je travaille énormément et j'ai travaillé énormément avec les actuaires. Après mes postes de salarié en assurance, j'ai monté des startups. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont beaucoup moins fonctionné. Aujourd'hui, je travaille plus dans le secteur de la santé. Hein. Je travaille aujourd'hui pour une coopérative que j'accompagne, une coopérative espagnole basque qui travaille avec l'écosystème des pharmacies d'officine et qui a un impact sur le bien vieillir, hein, puisqu'il s'agit de piluliers, piluliers qui permettent d'améliorer la santé et la résilience des patients qui sont globalement, en règle générale, âgés de plus de 70 ans en moyenne. J'accompagne également au conseil des mutuelles sur le plan stratégique, sur le plan développement business et sur les investissements également. Voilà. Et donc, je suis là, je vous donnerai quelques cas concrets que j'ai vécus et j'essaierai de vous décrypter un petit peu parce que les actuaires, ce sont des grands savants. Ils ont un langage très technique. Alors, Carole, elle, est un cas à part. On va dire il y a à peu près 10% des actuaires
qui savent discuter avec les communs des mortels. Donc, heureusement, Carole en fait partie. Voilà, et je suis ravi d'être là. Merci. Je pense qu'on va donner tout de suite la parole à Carole. Alors, Carole, commencer par te poser deux questions. Là, le premier, c'est qu'est-ce que c'est le métier d'actuaire aujourd'hui, voilà, de façon générale. Et est-ce que tu peux préciser un petit peu les secteurs d'intervention de celui-ci? Oui, alors donc on va faire simple, puis on va essayer un peu de redorer l'image qu'a un petit peu terni Xavier, parce que les actuaires, c'est vrai, ne sont pas connus pour être des grands communicants. Alors peut-être pour resituer, effectivement, c'est un métier de niche, donc sur environ 150-160 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'assurance. Nous sommes aujourd'hui une communauté de 5 000 actuaires environ. Donc une communauté voilà, qui grandit doucement parce que l'accès à l'Institut des actuaires est un petit peu compliqué. Donc on y accède avec une formation importante en mathématiques, statistiques, en économie. Moi, pour ma part, par exemple, je suis formée, donc j'ai été formée à l'économétrie, à la statistique, puis je suis devenue actuaire. Voilà, et je suis également formée à la data science. Donc, c'est pour dire un petit peu le bagage dont doit disposer l'actuaire. Donc, pour faire quoi? Pour pouvoir modéliser les risques d'assurance. Alors, il y a quelques actuaires en banque aussi, mais on est moins nombreux dans la communauté des actuaires. On est beaucoup plus nombreux en assurance. Et donc, l'actuaire, c'est un spécialiste de la modélisation des risques. Il travaille donc à quantifier donc les impacts financiers de tout ce qui se passe en termes économiques, donc sur ce qui peuvent impacter tous les aléas qui peuvent impacter les risques assurantiels, donc en vie, en non-vie. Souvent, les actuaires sont spécialisés dans un secteur, donc c'est assez rare de trouver un acteur vie qui connaît la non-vie, puisque c'est un statisticien, mais c'est avant tout un expert aussi en termes de métier d'assurance. Donc, puisqu'il travaille avec tout l'environnement assurantiel, donc il va travailler avec les gestionnaires, avec les comptables, avec le marketing, donc sur la partie produit, avec les comptables pour la partie closing, pour la partie inventaire. Dans Solvabilité 2, l'actuaire exerce ce que le régulateur appelle la fonction actuarielle, c'est-à-dire qu'il est le garant du bon niveau de provisionnement technique de l'assureur pour lui permettre de bien, de pouvoir gérer l'ensemble de ses engagements à terme, puisque l'assureur peut être engagé sur le très long terme, sur des engagements de retraite, par exemple. Et donc, il est garant à la fois du bon niveau de provision technique et de la solvabilité de l'assureur, qui contraint la solvabilité de l'assureur, et aussi de la qualité de données qui permet de calculer ce niveau de provisionnement. Donc, il a une responsabilité importante, en tout cas pour le régulateur de l'assurance, dans le fonctionnement, dans le business model de l'assurance. Il est garant à la fois de la rentabilité et aussi de la solvabilité de l'assureur. Donc, voilà, donc il intervient dans toute la chaîne assurantielle, donc au démarrage. Donc, il aide les souscripteurs en leur donnant des éléments techniques pour la tarification. Il va aussi aider donc à la création des produits. Donc, il est aussi un expert de la donnée. Donc, il va aider pour la création des produits. Il va travailler, par exemple, avec le marketing. Il va aussi travailler avec les juristes. Parce que, donc, si par exemple, moi, c'est mon domaine, hein, donc je n'ai pas dit mon domaine tout à l'heure, c'est la prévoyance santé. J'ai été amenée, par exemple, à travailler pour une caisse de sécurité sociale. Et là, effectivement, je travaillais avec le DPO pour m'assurer que l'usage des données que je pouvais faire dans mes modèles était conforme à la réglementation RGPD. Donc, il va travailler avec les juristes, il va travailler avec les gestionnaires, donc pour effectivement assurer sa qualité de données, les gestionnaires et puis tous les sous-traitants qui envoient des informations à l'assureur. Il va travailler aussi donc avec le contrôle de gestion. Donc, lorsque par exemple l'actuaire travaille sur la solvabilité, il va faire des études prospectives pour assurer la bonne couverture des engagements de l'assureur. Il va travailler avec les contrôleurs de gestion, par exemple, pour comprendre comment se répartissent les frais, comment on va les projeter dans le temps.
Donc, il est très intégré en fait dans toute la chaîne, toute la chaîne assurantielle. Et puis, il va aussi, donc, une fois qu'il a fait ses calculs, donc il travaille donc pour tous les reportings financiers. Donc, il va calculer les provisions. C'est son rôle vis-à-vis du régulateur. Et, il va être aussi en première ligne pour, pour adapter en fait à travers ces modèles de risque les tarifs, les engagements d'une année sur l'autre. Donc c'est lui qui a, c'est l'actuaire quand vous avez une hausse de tarifs sur votre contrat auto ou sur votre contrat santé, c'est l'actuaire qui a travaillé toute l'année pour observer la dérive des risques et ajuster donc le tarif en conséquence pour piloter l'ensemble du portefeuille de l'assureur. Donc voilà, je suis peut-être un petit peu longue, mais c'est difficile de dire tout ce que fait un actuaire parce qu'en fait, il y a pas le métier d'actuaire, c'est plusieurs métiers d'actuaire. Donc, pour répondre à ta deuxième question, Romain, l'actuaire, voilà, il est au croisement, donc, comme je l'ai dit, de plusieurs métiers, juridique, comptable, statistique, marketing, voilà, etc. Il intervient de différentes manières et dans différents domaines. Donc, il y a des actuaires spécialisés en non-vie, donc qui vont s'occuper de toute la partie IA, des actuaires spécialisés en vie. Et au-delà du monde de l'assurance, il va pouvoir travailler aussi dans le domaine de la protection sociale. Donc, je vous disais tout à l'heure, moi, je suis intervenue, par exemple, pour une caisse de sécurité sociale, donc sur des modélisations de dépenses de santé. Il va travailler sur toute la prévoyance, donc la capacité, l'invalidité, la dépendance, sur la santé, les engagements en santé, les engagements retraite. Mais il peut aussi travailler plus spécifiquement sur les risques financiers. Donc, ce n'est pas mon cas, mais il y a des acteurs qui sont spécialisés sur les risques financiers et qui sont spécialistes des modèles dits ALM, donc qui permettent de traiter en fait la gestion actif-passif et d'ajuster toute la stratégie d'allocation d'actifs aux passifs, aux engagements de l'assureur pour pouvoir optimiser la gestion des actifs financiers parce que l'assureur, c'est un gestionnaire de risque et c'est souvent, en premier lieu, même s'il fait de la santé, c'est aussi un gestionnaire de risques financiers. Et ça se traduit notamment dans sa solvabilité par un risque de marché souvent plus important que son cœur de métier lui-même, que le risque associé à son cœur de métier lui-même. Voilà, donc, et puis l'actuaire, donc, il va pouvoir aussi faire du conseil. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi depuis plus d'une dizaine d'années sur différents domaines. Donc, ça peut être du conseil stratégique, ça peut être du conseil sur la conformité réglementaire. Donc, l'actuaire va être spécialisé sur les normes, donc les normes prudentielles dont il est partie prenante, comme je vous expliquais tout à l'heure, et aussi les normes comptables, puisqu'il travaille avec les comptables, et les acteurs ont été très engagés sur tout ce qui a été mis en œuvre en fait, de la norme IFRS 17. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Voilà, donc, et les actuaires donc, ne travaillent pas seuls, donc, comme je l'ai expliqué, et ils vont travailler en interne avec tous les acteurs, tous les métiers de l'assureur, mais ils vont aussi travailler avec des externes. Ils peuvent travailler avec des médecins. Voilà, il y a des actuaires en santé qui vont traiter, qui vont étudier avec des statisticiens spécialisés des études épidémiologiques pour améliorer en fait le pilotage du portefeuille santé. Voilà, je ne vais pas forcément monopoliser la parole, mais j'espère que ça vous aura donné un bon aperçu de ce que peut faire un actuaire. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur son métier, ce secteur d'intervention, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi aujourd'hui la valeur ajoutée pour une entreprise innovante de travailler à un moment de son développement avec un actuaire? Alors, la valeur ajoutée, il va y avoir beaucoup de raisons en fait, de travailler avec un actuaire. D'abord, ça va donner de la légitimité scientifique, puisque l'actuaire, je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est un mathématicien, un statisticien qui va modéliser les risques et qui va apporter des justificatifs techniques de bénéfices d'un service ou d'un produit en fait, qui est proposé. Donc en fait, l'analyse actuarielle va valider scientifiquement la démarche. Donc ça va être une première
une première raison forte de travailler avec un actuaire. Et surtout, l'actuaire travaille dans un cadre. Donc, j'ai parlé de Solvabilité 2, mais avant Solvabilité 2, il y a tout un corps professionnel. Il y a l'Institut des actuaires qui lui donne un cadre et qui lui donne aussi une éthique. Voilà, par rapport à peut-être d'autres intervenants qui peuvent travailler sur des modèles, l'actuaire a une spécificité il signe un code de déontologie quand il adhère à l'Institut des actuaires. Et donc, il s'engage à respecter évidemment la réglementation, mais aussi à respecter des règles éthiques d'usage des données, par exemple, dans sa profession, que va lui imposer l'Institut des actuaires. Donc, cette démarche éthique, je pense qu'elle est intéressante pour les acteurs innovants de l'assurance dans leur démarche qui va être peut-être, ils vont peut-être travailler sur, comment dire, en laboratoire au départ, hein, ils vont expérimenter des choses et c'est intéressant d'avoir cet apport éthique dans leur démarche. Donc, je disais tout à l'heure, l'actuaire, en fait, va aussi pouvoir très concrètement traduire en chiffres, en bénéfices, en gains financiers, la valeur ajoutée du service dans le produit d'assurance dans lequel il va s'inscrire. Voilà. Et puis l'actuaire va être capable, parce que il est formé à la data science, hein, aujourd'hui dans le corpus syllabus de l'actuaire, l'Institut a intégré pleinement la data science. Donc il va être à même en fait d'intégrer dans ses modèles de tarification des éléments innovants que peuvent apporter les startups ou toutes les sociétés, voilà, qui veulent travailler avec les assureurs. Et puis, il va être voilà, garant de la conformité réglementaire de la démarche aussi, que ce soit en termes de solvabilité, de normes comptables, d'usage de la donnée, comme je l'expliquais au départ. Donc, je pense qu'il y a de très nombreuses raisons de travailler à un actuaire qui est un spécialiste de l'anticipation du risque et de l'anticipation du risque et de la traduction financière en fait des risques et de leur impact. Tu es passé vite sur le sujet, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt à travailler avec un actuaire, ne serait-ce parce qu'il parle la même langue que l'assureur, ce qui n'est pas Bien forcément le sûr, cas de la voilà. startup Alors donc innovante. tout à l'heure, Xavier disait que les actuaires n'étaient pas capables de parler. Bon, j'espère que je vous aurai prouvé le contraire à la fin de la séance. Mais effectivement, l'actuaire, bon, je disais tout à l'heure qu'il y en a quelques-uns en banque, mais la plupart travaillent chez les assureurs. L'assurance, c'est aussi leur métier, puisqu'ils analysent les risques de l'assureur en non-vie. Et effectivement, ils savent parler le même langage que l'assureur, puisqu'ils parlent, comme je disais tout à l'heure, à tous les services, à tous les niveaux, avec tous les métiers de l'assureur. Donc, ils peuvent vous aider effectivement à intervenir à différents niveaux chez l'assureur. Merci. On va continuer à préciser encore le propos, après le métier de l'actuaire, après sa valeur ajoutée. Moi, est-ce que tu peux nous donner, allez, 5 cas d'usage et les détailler un petit peu, 5 cas d'usage de l'expertise d'un actuaire dans l'innovation pour bien vieillir. 5 cas d'usage venus de ton expertise ou de l'environnement que tu côtoies quand même depuis un petit moment. Donc voilà, et je pense que tu peux passer un petit peu de temps sur chacun des cas d'usage parce que on a des représentants de plusieurs d'entre eux autour de la table. Ok, alors peut-être d'abord, donc on peut peut-être parler donc, de quelque chose enfin, de ce que je connais le mieux, parce qu'on peut parler en général et puis je peux parler moi de mon expérience. Donc d'abord, parler peut-être de l'assurance santé et comment en fait l'actuaire peut aider, comment l'actuaire peut aider. Donc il peut effectivement d'abord sur des sujets de prévention, il peut aider à quantifier en projetant donc l'amélioration de dépenses de santé futures. Il peut aider à quantifier l'impact de programmes de prévention que différents acteurs pourraient leur proposer. Voilà, puisqu'il est capable de faire des projections, des estimations, de quantifier les gains ou les pertes. Hein, voilà. En général, il va falloir démontrer le bénéfice apporté à l'assureur sur une évolution de sa sinistralité à venir. Et donc, voilà, en assurance santé,
aujourd'hui, les actuaires ont l'habitude de travailler sur la prévention et sur le ROI de la prévention. Donc ça, en santé, ça peut être le premier cas d'usage que je vois. Il peut y avoir aussi l'apport de technologies d'assistance. Pareil, donc l'actuaire va pouvoir modéliser dans le tarif l'impact de l'apport de services d'assistance sur la projection des dépenses de santé futures. Voilà, donc ça, c'est un deuxième cas qu'on peut imaginer. Un troisième cas, ça peut être l'impact sur l'assurance dépendance. Donc, où là, en fait, là, ça se fait déjà. En fait, il y a déjà donc, des services d'assistance à la personne qui sont intégrés dans les tarifs, mais on peut imaginer de nouveaux services. Et l'actuaire est tout à fait capable, parce que c'est son métier et qu'il en a l'habitude, donc de calculer l'impact à partir d'informations nouvelles qui lui sont données. Donc, si on pense à des exemples, donc on a Generali qui a développé, alors pas en France parce que l'usage de la donnée de santé est très contrainte. Donc effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Il faut qu'elle soit anonymisée, pseudonymisée même, pour être utilisée. Voilà, il y a des contraintes réglementaires fortes. Mais ailleurs qu'en Europe où s'exerce cette réglementation-là, donc Generali a développé son programme Vitality, qui permet d'impacter le tarif, en fait, en fonction de l'activité physique de l'assuré. Donc voilà, ça peut être un exemple sur lequel ce que les actuaires connaissent déjà et sur lesquels les actuaires savent faire. Donc voilà, et donc sur l'assurance dépendance, l'actuaire sait calculer l'impact sur l'espérance de vie en bonne santé d'un service d'assistance. Donc un troisième cas. Un quatrième cas, je pense que ce qui peut être tout à fait intéressant, donc, c'est de travailler sur le coût-bénéfice des solutions de maintien à domicile, par exemple, par rapport à des solutions institutionnelles, en EHPAD, etc., où là, l'actuaire va être capable, à partir d'indicateurs clés, euh, de, 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 de modéliser, à partir de quand il peut être intéressant, ou pas, financièrement, de basculer de basculer de la solution de maintien à domicile sur la solution institutionnelle. Donc voilà un quatrième exemple. Et enfin, un dernier exemple, donc ça va être plus sur l'épargne. Alors, j'ai donc en préparant en fait le call, j'ai cherché dans ce qu'avaient fait mes collègues, hein, pas seulement moi. Et donc j'ai pu récupérer un mémoire d'actuaires. Donc ça fait partie de la recherche des actuaires. Donc on est toujours chez Generali, donc qui sont. Voilà, je fais pas même si j'ai travaillé longtemps pour eux, je ne fais pas de pub, mais donc un jeune actuaire a travaillé sur l'étude de l'élaboration d'une nouvelle offre d'assurance pour les affiliés ayant choisi une sortie en capital à l'issue de leur contrat retraite. Donc là, on est sur la partie épargne retraite, qui serait adaptée à leurs besoins de personnes seniors et leur permettre de bien vieillir. C'est le titre de son mémoire. Et donc, il a travaillé sur une nouvelle offre, hein, donc c'est expérimental, hein, qui permet d'intégrer, à l'issue au moment de la bascule à la retraite, d'intégrer non plus de la rente, mais des actes de médecine préventive. Voilà, donc voilà un exemple tout à fait concret. Donc il a modélisé l'impact, le produit, l'impact tarifaire, le gain associé. Donc là, en traduisant, alors je crois qu'il avait mis des médecines douces, il a mis plusieurs actes médicaux dans une offre qui est au départ une offre épargne retraite. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on est à cinq exemples. Voilà 5 exemples de cas d'usage sur lesquels les actuaires peuvent intervenir, savent intervenir et se proposent d'intervenir.
Merci, mais je pense qu'on va. Merci beaucoup, Carole. Alors, il y a des questions, mais on les prendra plutôt à partir de 10h30. On va laisser l'intervention de Xavier, peut-être, parce que je vous laisserai rebondir sur aussi ce que vous dites l'un et l'autre. 11h30. Xavier, 11h30, Romain, il est déjà 11h30, 11h. oui, pardon, oui, T'es ouais, encore à l'ancienne le heure. changement d'heure. Oui. Est-ce que tu peux aujourd'hui, Xavier, revenir, voilà, on a demandé d'illustrer, Xavier, d'illustrer un petit peu encore des exemples de coopération entre acteurs du bien vieillir, assureurs mutuels, qui ont mobilisé l'intervention d'un actuaire et de toutes les composantes du métier d'un actuaire. Mais je te laisse nous en présenter. Je sais que tu en as fait plusieurs. Voilà, je te laisse Oui, commencer. Parce que ce qui est important, c'est de montrer, voilà, derrière, alors, un métier, je ne vais pas dire qui est incompréhensible, un métier qui peut être abscon, qui peut paraître abscon pour les non-néophytes. L'actuaire est un métier central dans l'assureur. Il est au cœur du réacteur de l'assureur. Personne ne le connaît. Alors, il n'est pas au cœur du réacteur de l'action sociale des caisses de retraite, c'est d'autres mécaniques qui y sont liées. Par contre, dès qu'on est sur une mécanique assurantielle, assurance dépendance, complémentaire santé, assurance IARD, sans habitation, il y a toujours un actuaire derrière qui analyse sur le risque. Et donc, comment aujourd'hui, toi, dans la petite recherche que tu as fait, quoi, de nous montrer voilà, quels cas d'usage ont alors, mobilisé l'intervention d'un actuaire dans le secteur? Et un petit par rapport au secteur, déjà, je voudrais préciser pour ceux qui ne savent pas, hein, on a 3 catégories en gros d'assureurs. On a les compagnies d'assurance qui sont en mode capitalistique, où en fait la gouvernance, ce sont les actionnaires hein, qui mandatent des personnes, enfin, le conseil d'administration nomme les patrons, etc. On a les institutions de prévoyance. Je pense qu'il faut faire un petit peu de pédagogie par rapport à ça, parce que tout le monde ne le connaît pas. Toi, Romain, tu en es issu, donc voilà. L'institution de prévoyance, en fait, ce sont des assureurs qui sont régis par le Code de la sécurité sociale, mais qui ont une gouvernance en fait paritaire, à savoir que ce sont les syndicats patronaux et les syndicats de salariés qui gèrent ces institutions. Elles sont principalement sur le marché de la protection sociale, donc l'assurance complémentaire santé, la prévoyance, la retraite. Elles ne font pas d'IARD, mais elles sont assez incontournables. D'ailleurs, je crois qu'il y a un séminaire demain avec un certain nombre des plus grands représentants de ce secteur-là, n'est-ce pas, Romain? Oui, tout Oui. à fait. Alors, demain, on aura d'intervention plutôt du côté retraite de cet acteur-là pour nous dire qu'est-ce qu'il recherche dans un partenariat. Et juste que tu saches, alors, il faudra qu'on le rediffuse. On a organisé un webinaire et moi, j'interviens assez souvent pour expliquer que derrière les termes assureur, il y a différents métiers, différents objectifs, mais ça me prend à peu près 1h30. Rien que cette séquence-là, quand il faut la faire de façon complète. Donc, Oui, alors je vais essayer d'être plus rapide, hein, en tout cas pour ceux qui sont là aujourd'hui. Et enfin, donc, on a les mutuelles. Alors, les mutuelles, elles sont gouvernées par les adhérents. En fait, c'est une démocratie, entre guillemets, et ce sont les adhérents qui élisent des délégués, qui élisent des membres du conseil d'administration. Donc, les plus connus, c'est Harmonie Mutuelle, MGEN, etc., les plus importantes. D'ailleurs, pour faire le lien avec les actuaires, on a constaté ces derniers mois que sur on va dire des mutuelles de taille moyenne, avec le vieillissement entre guillemets aussi de la population des directeurs généraux de mutuelles, la plupart, quasi l'entièreté des nouveaux DG sont actuaires de formation. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme l'a démontré Carole, ce sont des experts du métier, des experts de la finance, des experts du risque, et ils sont touche à tout. Mais aussi et surtout, ils rassurent les conseils d'administration par rapport à la relation que les mutuelles ont avec la CPR. Il faut savoir que la CPR, donc l'autorité de tutelle, qui a à la fois l'autorité de tutelle des assureurs, mais aussi des banquiers, hein, a quand même globalement un objectif de réduire le nombre de mutuelles. Aujourd'hui, il reste un peu plus de 400. Et c'est vrai que ça coûte cher à contrôler. Et donc, voilà, ça illustre un petit peu la position de l'actuaire et l'importance de l'actuaire dans ce secteur d'activité. C'est que de plus en plus, les DG sont des actuaires diplômés pour les raisons que j'ai évoquées. Alors, quelques exemples de coopération. On a, par exemple, dans des programmes de prévention santé, on a la MGEN, hein, qui fait partie du groupe VIV, qui est le plus grand groupe de mutuelles de France, qui s'est associé avec des centres de prévention de la GIRC et l'ARCO pour proposer des bilans de santé gratuitement, par exemple. Toujours dans le groupe VIV, on a Harmonie Mutuelle,
qui travaille à la Fédération française de la cyberéconomie et qui organise des ateliers de prévention, par exemple, prévention autour des chutes. On sait que les chutes, c'est les fractures du col du fémur, et c'est un des éléments clés qui déclenche la dépendance. On a, côté compagnie d'assurance, on a des solutions technologiques et des services numériques qui ont été développés, proposés par exemple par AXA et Blue Linea sur des solutions de téléassistance connectées. On a le pôle maintenant étatique, entre guillemets, avec la Poste et CNP Assurance, qui investit beaucoup dans les startups développant des solutions de e-santé pour les seniors. Tout ce bon monde a quasi dans la totalité créé des fonds d'investissement dédiés ou participe à des fonds d'investissement. On a la Caisse des dépôts, par exemple, qui, avec plusieurs mutuelles, ont créé un fonds d'investissement dédié à la cyberéconomie. On a Cardiff, qui est la filiale assurance de la BNP, et Europe Assistance, qui ont développé un fonds pour financer les innovations en gérontechnologie. On a Covea, qui s'associe avec des réseaux comme Senior Company pour proposer des services au domicile. Covea, c'est la MAF, MMA, la GMF. Alors ça, ce sont des mutuelles, mais d'assurance, qui sont plus assureurs de biens qu'assureurs de personnes. Voilà. Pour la petite histoire, ils sont la plupart basés à Niort, où elles ont leur siège social là-bas. Et enfin, concernant la recherche, les assureurs sont assez friands de ça. Le groupe Vive, par exemple, collabore avec des laboratoires universitaires qui publient beaucoup d'études liées au vieillissement. Voilà. En fait, toutes ces coopérations, elles permettent de créer des écosystèmes autour de bien vieillir pour essayer de combiner la protection financière, l'assurance, la prévention et tout ce qui est service adapté. On a. Je vais rebondir sur une question, ça dit quelque chose, et je vais peut-être profiter que Carole soit là pour rebondir. Quand on voit des assureurs, Carole, qui créent des fonds d'investissement dans la santé, dans le secteur, évidemment, il y a le métier de l'investissement, donc ils ont des métiers d'investisseurs, mais comment l'investisseur collabore avec l'actuaire? Parce que justement, pour analyser la robustesse un petit peu de ce qui lui est présenté quand on est sur la santé et la vie, quoi. Moi, je sais de l'intérieur qu'il peut y avoir des. Est-ce que tu as déjà vu des collaborations investisseurs-actuaires? Ton micro est coupé. Alors, j'ai pas vécu, mais par contre, je pense que il peut y tout à l'heure, on a parlé de ROI, d'anticipation. Je pense qu'il peut y avoir effectivement moi, par exemple, si je vais reparler de moi finalement, j'ai travaillé, il y a déjà quelques années avec une start-up qui cherchait à démontrer à l'assureur le ROI de sa solution. Et donc, je pense que du côté de l'investisseur, il va y avoir cette demande d'évaluation du gain avant de prendre le risque, en fait. Donc, c'est le lien que je vois qu'il peut y avoir effectivement entre l'expertise d'anticipation de l'actuaire, du gain ou de la perte, encore une fois. C'est de savoir, en fait, l'actuaire, à un moment, la devise de l'Institut, c'était éclairer l'avenir. Voilà, donc c'est son métier, c'est son rôle, c'est la finalité de ces modélisations. Éclairer l'avenir, donc effectivement, pouvoir, grâce à des projections, bien sûr, qui se basent sur des hypothèses les plus réalistes possibles, etc. Enfin, c'est le métier de l'actuaire, de savoir évaluer la crédibilité de l'ensemble des hypothèses qui sous-tendent ces modèles, c'est éclairer la prise de risque. Voilà, c'est le métier de l'actuaire. Et donc, il peut être effectivement, enfin, il est plutôt lié très directement à l'assureur, mais il peut travailler aussi pour l'investisseur qui prend le risque. Voilà. Après, il lui faut des données aussi, donc il va, enfin, voilà, ça va être là où ça se complique, c'est qu'il lui faut les données de l'assureur éventuellement pour avancer. Mais il lui faut des données. Alors aujourd'hui, sur ce sujet-là, l'actuaire a beaucoup plus de possibilités en termes de data
puisqu'il y a de l'open data, il y a d'autres informations que celle qui est issue du portefeuille de l'assureur. Donc voilà ce que je peux répondre. D'accord. Merci. Désolé, Xavier, je te laisse poursuivre. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les assureurs, ce ne sont pas des investisseurs dans ça, ce n'est pas leur métier, hein, d'accord. D'ailleurs, les plus gros fonds d'investissement dans les startups sont délégués. Par exemple, Malakoff Humanis, délégué à Daphne, etc. Après, on a quelques exemples où il y a, mais ils sont petits, hein, j'en connais un chez G2R, hein, tu connais aussi, mais ce n'est pas des très très gros fonds, il y a quoi, 10-15 millions d'euros qui sont investis. Donc, il faut savoir que par rapport à la masse d'investissement des assureurs, très 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 peu sont gérés en direct. Voilà. Et le reste est délégué. Et du coup, qui dit délégation dit que c'est les fonds enfin, les conseils en fonds d'investissement qui agissent. Après, je ne sais pas si eux-mêmes travaillent avec des actuaires, mais ils ont une vision, on va dire, plutôt investissement, projection sur l'intérêt de la solution. Et effectivement, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent beaucoup en adéquation avec l'offre assurantielle. Parce que, évidemment, l'intérêt, c'est de combiner les activités innovantes, enfin, les innovations, avec l'offre assurantielle. D'accord? Voilà. Vas-y, je te laisse poursuivre après sur tes… Voilà. Donc, on a parlé en termes de prise de participation, d'investissement direct. Donc, on a parlé de G2R, la mondiale, et de Malakoff Humanis, hein, mais peut-être qu'on leur laissera parler de ça demain. On a par exemple la CNP qui est devenue l'actionnaire principal d'Azure Service. Voilà, qui est un réseau de services de maintien au domicile. Ils avaient déjà Adrexo. Tout ça, c'est dans le pôle santé et autonomie de la Poste. D'accord. On a par exemple le groupe Vive qui a investi dans Papi Happy, qui est une plateforme de recherche d'hébergement pour les seniors. On a aussi des assureurs qui ont des incubateurs, des accélérateurs de start-up qui sont dédiés à la Silvertech, notamment le plus important, c'est celui d'AXA. On a la Maïf qui a développé un programme d'incubation aussi pour les entreprises innovantes dans le secteur de l'autonomie. On a Groupama qui, avec la Banque des Territoires, un groupe Caisse des dépôts, a créé un fonds commun pour financer les résidences services seniors. Vous savez que les assureurs, en fait, il y a une grosse partie de leurs actifs est investie dans l'immobilier. Donc, tout ce qui touche à l'immobilier, l'hébergement, etc., c'est assez intéressant pour eux. On peut citer par exemple cette famille qui qui développe un réseau de colocation de seniors. Voilà. Tout ce qui touche à l'immobilier va intéresser encore plus les assureurs parce qu'ils peuvent à la fois combiner gestion des actifs et offre assurantielle. Voilà. Après, on a des produits d'assurance hein, qui sont dédiés à cette population-là. Carole en a parlé un petit peu. On a par exemple en termes de contrats dépendance innovants, on a Generani qui a proposé un produit qui est modulable avec des prestations en espèces et en nature. On a par exemple aussi avec la MGN des garanties complémentaires dans les mutuelles, dans les complémentaires santé. On a des services d'aide aux aidants, par exemple, qui sont inclus avec des forfaits pour les aidants dans les contrats santé. Il y a aussi des contrats spécifiques bien vieillir chez Harmonie Mutuelle, par exemple, qui propose la téléconsultation embarquée et des bilans de prévention. Côté aussi assureur, on a Allianz qui a lancé une offre qui s'appelle Senior Plus, qui combine l'assurance dépendance avec des services de maintien à domicile. On a aussi la filiale de Crédit Agricole qui s'appelle Crédit Agricole Assurance, qui propose un produit vers l'autonomie qui associe de l'épargne et des prestations d'assistance. Ça aussi, Carole en a parlé tout à l'heure. On a aussi des packages qui sont développés, par exemple AXA et Corian ont créé une offre commune en associant de la dépendance avec priorisation dans l'accès aux EHPAD du groupe Corian.
qui a changé de nom d'ailleurs entre-temps. Voilà. On a APC aussi qui travaille avec Domus Vie, un peu sur le même registre. Et puis, côté aidant, bon, on a G2R Ecclesia, hein, qui propose des assurances spécifiques pour cette population-là. Il faut savoir qu'en France, on a 11 millions d'aidants. D'accord? On a 3,5 millions de personnes voilà, comment on appelle ça, dépendantes ou en passe de l'être, et on a 11 millions d'aidants. Donc, c'est absolument énorme, c'est un enjeu majeur. Voilà. Tout ça, ça permet d'illustrer en fait que le secteur de l'assurance essaye de se diversifier et de dépasser son simple rôle d'assureur en investissant un peu plus et en essayant d'intégrer cet écosystème qui est absolument central avec le vieillissement de la population. Voilà. Alors là, Carole, je rebondis, c'est moi qui rebondis sur cette question. Xavier a parlé d'inclusion 2 fois. Il a donné 2 exemples sur l'inclusion dans le contrat. Et là, par contre, voilà, quand on inclut un service dans le contrat, alors ce qui est un des Graal hein, pour une partie des entrepreneurs qui toujours, nous, on veut être inclus dans la garantie du contrat. Est-ce que justement, alors là, on a un cas déjà très, très spécifique de l'actuaire. Hein. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une inclusion dans un contrat sans intervention d'un actuaire sur la tarification et sur l'évaluation du risque? Non, c'est pas possible parce qu'il va forcément y avoir un impact sur s'il y a l'introduction d'un service ou d'un complément au produit, il va y avoir un impact sur le prix. Et donc, il y a l'actuaire qui sort sa calculette, ses modèles, et qui va à nouveau faire des projections pour regarder l'impact donc sur le provisionnement, sur le capital aussi de solvabilité requis, hein, puisque donc le régulateur impose un niveau de capital associé à une production. Hein, donc, et l'actuaire va mesurer tout ça et ensuite va répercuter les impacts dans le prix du produit, dans le tarif du produit, en discutant effectivement, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, lui il a ces éléments techniques qu'il apporte aussi au marketing quand on est sur de la conception, et ensemble, en fait, ils vont discuter d'un design produit possible, réaliste sur un marché. Donc non, on ne peut pas, on ne peut pas faire à ce niveau-là sans l'actuaire. Ou alors on travaille à l'aveugle et c'est pas, voilà, on n'est plus assureur. Voilà. Donc non, ouais, donc pour répondre à ta question, Romain, ça se fait avec l'actuaire. Merci. Non, mais ça va mieux. Ça va mieux en le disant, et ce qui explique pourquoi aujourd'hui les grosses difficultés des fois que peuvent avoir des entrepreneurs, c'est que aussi l'actuariat, bon, alors, je vais le dire à ma façon, a construit sa rareté, c'est-à-dire il y a peu d'actuaires, d'ailleurs, et donc aujourd'hui, pour un assureur, mobiliser un actuaire sur la tarification, c'est le détacher d'un autre sujet sur lequel il travaille, et donc l'assureur priorise aussi sa ressource rare qui est l'actuaire en interne, et donc il faut arriver aussi à convaincre, ça fait aussi partie de la force de conviction de l'entrepreneur. Il faut d'abord convaincre de l'intérêt de la solution pour que l'assureur soit convaincu d'immobiliser les ressources permettant de voir s'il y a un intérêt ou non d'ailleurs. Parce qu'assez souvent, l'actuaire, avec les règles que tu as données, va dire ben non, même s'il y a un intérêt sociétal, même s'il y a peut-être un intérêt serviciel, en termes d'inclusion dans le contrat, ben ça casse l'équilibre, ça cassera l'équilibre du contrat. Et l'actuaire, c'est son métier, cet équilibre du contrat. Voilà. Xavier? Exactement. Oui, il casse souvent les rêves. il fait redescendre sur Terre. Non, et puis surtout, il fait en sorte que la réglementation soit respectée, en fait. Il faut savoir que la CPR, l'autorité de tutelle, est très, très contraignante et de toute façon, elle ne sera pas un produit assurantiel avec quelques services que ce soit sur le marché sans que ça soit validé par un actuaire. Non, alors, concernant les assureurs, évidemment, c'est un marché qui est très, très important. Il y a beaucoup d'argent, on brasse beaucoup d'argent, il y a énormément d'actifs. Bon, il y a aussi le passif. Hein. Le passif, c'est le risque. Quelques clés aujourd'hui pour essayer de travailler avec eux.
parce que un assureur, ça a énormément de clients. Alors, ça en cherche toujours, hein. Ça essaye de développer son chiffre d'affaires, ses parts de marché. Ils essaient de créer de nouveaux produits. Enfin, globalement, il n'y en a pas tant que ça. Moi, un conseil, surtout sur l'assurance de personnes, hein, la santé et la prévoyance, ces derniers mois, en gros depuis le Covid, on a constaté vraiment des résultats techniques très, très dégradés. C'est-à-dire qu'en fait, on a un vrai sujet sur la sinistralité. Les gens sont de plus en plus, entre guillemets, malades et consommateurs de solutions autour de la maladie, hein, sont de plus en plus en arrêt de travail, en incapacité, en invalidité. Alors, il y a plein de facteurs à ça, hein. Déjà, le vieillissement de la population, qui est inéluctable, hein, démographiquement. Voilà. On a une hausse continue des coûts de la santé, des traitements, des médicaments, etc. On a un désengagement croissant et inexorable de la sécurité sociale. Ça, c'est pour des questions budgétaires, hein, assez logiques. Et en fait, sur cette maîtrise, en fait, cette réduction de la sinistralité, encore une fois, l'actuaire sera absolument incontournable pour accompagner techniquement toutes ces actions, ces services, ces solutions qui peuvent améliorer cette sinistralité, donc la santé en gros des personnes, jeunes ou moins jeunes, parce qu'effectivement, plus on agit en amont, plus on aura des personnes âgées en bonne santé. Et donc l'actuaire est vraiment central parce que il connaît aussi les clés et les portes d'entrée chez les assureurs. Il faut savoir qu'un assureur, c'est un écosystème assez fermé. C'est très, très difficile de discuter avec des assureurs si ça fait pas au moins 10 ans qu'on est dans leur landerneau, si on n'est pas identifié. C'est vraiment quelque chose de très, très, très fermé. Et là, l'actuaire peut vraiment accompagner parce qu'évidemment, il communique avec tous ses pairs, hein. L'Institut des actuaires est une institution très, très importante. Il y a énormément de choses qui se font, hein, dans cette communauté. Et ça vous permettra de rentrer, ne serait-ce que d'avoir une chance de proposer vos services, vos solutions pour ce type d'acteurs et ce marché. Merci Xavier. Carole, et d'ailleurs, comment rentrer en contact avec un actuaire? Parce que, voilà, parce qu'une partie des acteurs, ceux qui sont chez les assureurs, ils rentrent par le contact de l'assureur, que c'est entre guillemets, c'est lui qui fait le job. Mais est-ce qu'il y a des actuaires aujourd'hui, les actuaires indépendants représentent à peu près combien de pourcentage de la population d'actuaires? Est-ce qu'il y a une façon de missionner un actuaire ou d'avoir l'expertise d'un actuaire en dehors de la relation qui est par l'assureur? Alors, au niveau de ta première question, donc nous, on ne sait pas combien représente à l'Institut, en fait, c'est un travail qui a commencé parce que c'est quelque chose qui grandit, en fait. Il y a de plus en plus d'actuaires qui, dès le début de leur carrière, choisissent de travailler dans ce mode-là, mais c'est plus un fonctionnement de société, c'est-à-dire d'une société dont les modalités de travail changent, qu'une tendance sur le seul métier d'actuaire. C'est plus que dans la société, on a de plus en plus de gens qui deviennent indépendants. Et on ne sait pas leur nombre par rapport à notre communauté de 5000 actuaires, mais je pense qu'on est relativement peu nombreux, même si ça grandit. Donc ça, c'est pour la réponse à ta première question. Et comment on entre en contact avec un actuaire? Donc déjà, pour tous les gens qui nous écoutent, ils peuvent me contacter. Ça, c'est déjà une première solution. On a un annuaire des actuaires. Donc, qui permet d'avoir accès à l'ensemble des 5000 membres avec leurs coordonnées. Donc, on peut voir lesquels sont dans leurs propres entreprises et lesquels sont en compagnie ou dans l'univers de l'assurance ou de la banque. Donc, ça peut être une deuxième solution. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas de... Comment dire? Ou sinon, on peut s'adresser à l'Institut qui donne accès à cet annuaire, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit public. Donc, c'est l'Institut qui donne accès à cet annuaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que
moi, j'étais vice-présidente de l'Institut des actuaires et j'ai beaucoup prôné l'ouverture du métier sur l'extérieur, sur l'industrie un petit peu au-delà de l'assureur stricto sensu, donc avec tout son écosystème, notamment qui s'est beaucoup étoffé de start-up et de sociétés innovantes qui veulent travailler avec les assureurs. Et voilà, et puis au-delà de l'industrie, parce que l'actuaire, c'est un gestionnaire de risque et il peut travailler en dehors de l'univers assurantiel stricto sensu. Donc voilà, donc j'espère que ça suffit donc pour répondre à ta question, Romain. En tout cas, moi, je me tiens, voilà, on peut me contacter pour avoir plus d'informations et je peux rediriger vers des actuaires indépendants qui sont dans mon réseau, puisqu'en fait, voilà. Alors, euh, en termes de réseau, oui, il y a quelques plateformes où on peut trouver des actuaires, mais c'est vrai qu'on n'aura pas l'indication des risques sur lesquels ils sont, parce que comme je disais tout à l'heure, tous les actuaires ne savent pas tout faire. Et en général, les indépendants fonctionnent eux-mêmes en réseau. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai la connaissance, voilà, moi j'ai une connaissance sur la prévention santé, mais j'ai dans mon réseau des actuaires experts sur d'autres risques que moi je connais moins et avec lesquels je peux travailler. Merci. On va réserver cette dernière partie aux questions-réponses. Alors, on a quelques questions sur le chat, mais je vais proposer, voilà, vu qu'on n'est pas très nombreux, que ce soit les personnes qui les posent elles-mêmes, sachant qu'elles ont peut-être besoin de la préciser, vu que vous avez complété vos interventions depuis. Gabriel, je te propose de commencer. Oui, volontiers. Et de Voilà, merci. présenter, et Euh, présente-toi aussi, vu qu'on a un peu de temps, présente-toi aussi ce que tu fais pour qu'ils comprennent mieux le cadre de la question. Très bien, très bien. En fait, on a démarré par une solution, c'est une application mobile qui a rendu accessible une méthode de laboratoire qui, en quelques minutes de marche, enfin 14 minutes de marche, on peut élaborer l'âge physiologique de la personne. En fait, c'est un paramètre physiologique qui est lié à l'espérance de vie en bonne santé, sans dépendance. Donc, c'est le fameux volume d'oxygène max, en fait. C'est un agrégé de la capacité respiratoire, cardiovasculaire et locomotrice. Donc, et derrière, c'est des travaux d'une prof, en fait, on génère par un arbre décisionnel les exercices qu'elle recommande, c'est de la marche ou de la course, mais intelligente. C'est inspiré des méthodes des athlètes, enfin les méthodes fractionnées ou HIIT. Voilà. Donc nous, c'est une solution, on a prouvé quand même que ça donne des résultats très, très bien, enfin en tout cas techniquement, mais on a eu un mal fou à approcher les mutuelles. Vous voyez, à chaque fois, les réponses, c'est ah oui, mais on n'a pas la preuve du retour sur investissement. Et vous avez mentionné Generali, vous voyez, avec leurs produits qui marchent ailleurs qu'en France, c'est parce que derrière, ça motive les personnes. Donc, pour qu'ils ont un intérêt financier. Sinon, ils ne se bougent pas. Donc, le problème que tout le monde nous dit, oui, mais on aura quelques pourcents de nos adhérents qui voudront utiliser ce service, mais je dis, voilà, mais quelque part, le frein est là. On a adapté le pricing, on est presque, enfin, on a adapté au prix des services, vous voyez, qu'ils offrent. Enfin, en général, dans l'assistance, donc c'est presque rien, mais bon, sur le volume, c'est intéressant. Mais malgré ça, il y a quelques mutuelles qui ont franchi le pas et pas beaucoup d'autres, vous voyez, alors que c'est quelque chose qui va faire reculer quand même les maladies. Vous voyez, on s'était dit, enfin, excusez-moi, je suis un peu long, mais on s'était dit, on sait que le fait d'augmenter son VO2 max, c'est scientifique. On peut, si on n'est pas un super athlète, on peut l'augmenter de 15 à 20%. C'est comme si on a rajeuni 10 ans. Vous voyez? Donc, rajeunir de 10 ans, c'est décaler d'autant les maladies qui vont survenir. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il leur faut de plus, vous voyez, pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est fou quand même. Voilà. Puis on a développé une autre solution, mais elle a plus un succès aujourd'hui, mais pas auprès des mutuelles. C'est auprès des résidences pour personnes âgées, enfin privées, auprès des intervenants à domicile. C'est un petit capteur. On le porte pendant un atelier, pendant quelques pas. Ça mesure la démarche. Et biomécanique, c'est basé sur une étude de 4 ans, prospective, clinique, tout ça. Et on dit à quelqu'un, on évalue son risque de chute et on identifie les marqueurs défaillants. Mais là, pareil, auprès des mutuelles, parce que c'est du matériel, donc on ne sait pas comment les approcher. Voilà, et les compagnies d'assurance. Voilà. Justement, Carole,
J'élargis le cas d'usage. Pour des acteurs, on va dire, qui ont des études cliniques, on va dire, qui ont de l'étude clinique qui fonctionne, qui marque l'intérêt, ou qui ont des études d'impact, aujourd'hui, euh, comment la collaboration avec un actuaire peut permettre de franchir la barrière sur la discussion sur le ROI pour l'assurance ou sur le ciblage sur la population? Parce qu'on voit bien que c'est ça aujourd'hui, qu'il y a un gap entre des fois l'étude clinique et le franchissement de la barrière de l'inclusion dans le contrat. Donc, est-ce que tu peux là-dessus nous en dire plus sur le métier de l'actuaire ou comment il travaille Oui, sur ces alors cas-là? déjà quand on parle, enfin, là, monsieur, enfin, vous parliez de mutuelle. Donc déjà, enfin, Xavier l'a rappelé, il y a plusieurs types d'assureurs et chaque assureur ne veut pas avoir le même portefeuille. Et donc l'impact sur son portefeuille, donc en fonction de l'âge de son portefeuille, de l'âge moyen de son portefeuille, voilà, ou de son portefeuille cible, hein, s'il acquiert d'autres segments de portefeuille, ne va pas être le même. Et donc il ne va pas être intéressé de la même manière. Donc, il va y avoir, enfin, pour répondre voilà, très directement à ta question, donc déjà, il y a ça. Enfin, voilà, nous, les acteurs, on traduit toujours en chiffrage. Hein. Il n'y a rien à faire voilà, en impact financier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a eu, depuis une bonne dizaine d'années, ben, et c'est plutôt bien, tout ce dynamisme en fait d'innovation autour de la prévention donc, et de personnes qui veulent se rapprocher des assureurs. Donc je pense ils ont un certain nombre d'offres de services et qui doivent faire leur choix par rapport à leur stratégie aussi de développement sur leur marché. Parce que Xavier en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les résultats techniques sont quand même en tension hein, ces dernières années. En tout cas, moi, je travaille sur la santé et la prévoyance. Donc, c'est sur la santé, les résultats techniques sont très en tension. Sur la prévoyance, alors ça va un tout petit peu mieux, mais en tout cas, il y a eu les effets Covid, les effets du télétravail, et, l'arrêt de travail, voilà, peut être plus déficitaire sur certains segments. En tout cas, le risque évolue. Et on sait aussi que les assureurs santé, donc là plus globalement, en dehors de la composition de leur portefeuille, font face à des transferts de charges qui viennent qui viennent de l'État, voilà, la sécurité sociale. Donc là, il y en a eu sur le portefeuille santé, il y en a eu aussi sur le portefeuille prévoyance, sur les arrêts de travail, où la prise en charge de l'assureur augmente. L'assureur doit augmenter son tarif en conséquence, hein, sinon ça mange ses marges. Et du coup, il y a peut-être une difficulté à absorber toute cette innovation qui lui est apportée là tout de suite maintenant. C'est peut-être un peu complexe. Hein, donc toujours, voilà, je vous explique moi euh, ce que je peux comprendre de votre demande et peut-être d'un tout petit peu de frustration, en fait, pas pouvoir aboutir maintenant, alors que ce que je comprends, effectivement, la preuve, en fait, la preuve du gain a l'air évidente. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous répondre. Et peut-être Xavier peut aussi compléter. Hein, tout Oui, à l'heure, il a parlé, voilà, j'ai donné quelques éléments, mais de la difficulté en fait à négocier. Hein. Donc, moi, je suis moins dans la négociation, je suis plus dans les chiffrages, mais qui sont partie prenante des négociations. Mais alors, voilà, Xavier est plus directement dans les négociations. déjà, ce qu'il faut savoir, ils s'en plaignent beaucoup, hein, les assureurs, c'est que tout ce qui est hors prime d'assurance pure, d'accord, c'est considéré comme des frais de gestion. Donc, votre service, d'accord, même si c'est un pouillème, une petite partie de la cotisation globale, eh ben, ça se rajoute aux frais de gestion. Fiscalement, c'est comme ça que c'est traité. Donc, déjà, le système ne favorise pas l'émergence de solutions comme ça en inclusion, parce que voilà. Et de plus en plus, les assureurs sont challengés sur leurs frais de gestion. D'accord. C'est aussi une question fiscale. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, je veux bien que vous m'écriviez tout à l'heure parce que je trouve ça très, très intéressant. Et je ne proposerai pas forcément en inclusion de contrat, mais dans le cadre d'actions de prévention, parce que vous savez qu'ils ont, alors les mutuelles, les assurances de prévoyance et pas du tout les assureurs, mais les mutuelles ont des fonds dédiés à des actions de prévention.
Et de plus en plus, elle veut que ce soit de la prévention active. D'accord? Et ils aiment bien de plus en plus ce qui est le dépistage. D'accord? Parce que là, c'est concret. On traite 1000 cas, on va identifier n'importe quoi 15 cas, et on va identifier une pathologie, donc ce sera en amont et donc ça coûtera moins cher de soigner en amont, etc. Voilà. Voilà. En gros, pour expliquer un petit peu votre manque de succès, peut-être que effectivement vous y seriez avec un actuaire, ils auraient agi différemment. Excellent, merci. Voilà. Effectivement, j'entends ce que voilà, Carole, vous avez dit et Xavier aussi. Donc, effectivement, on a eu un peu ce sentiment, vous voyez, qu'ils avaient beaucoup de tensions, les remboursements des 100%, enfin pour l'optique, dentaire, tout ça, ça a fait beaucoup de. Ils n'étaient pas tout à fait ouverts. Puis ils ont sorti un argument, alors là, étonnant. Vous voyez, si nous, on finance, pour la première solution, vous voyez, qui est celle de rajeunir, entre guillemets, d'améliorer son âge physiologique. Donc, si nous, on investit là-dessus et ils nous quittent, ils vont chez quelqu'un d'autre, on aurait investi pour quelqu'un d'autre. Je dis, c'est quoi ce Oui, truc? c'est un classique, mais oui. Mais en même temps, vous voyez, l'assureur est vraiment dans son schéma. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de com', d'accord, mais il y a peu de moyens et il y a peu d'actions concrètes. Il faut le savoir aussi. Hein. L'assureur est quand même assez conservateur. L'innovation, il en parle beaucoup, mais il n'en fait pas beaucoup. Ouais, Honnêtement et concrètement. Voilà, ouais, vraiment. Après, ouais. ça arrive, ce n'est pas une raison pour lâcher, hein, parce que ça arrive. Et puis surtout, avec le temps qui passe, cette sinistralité qui augmente, il va falloir agir, quoi. Voilà. Si vous voulez, là où on a beaucoup de succès, mais pas avec, parce qu'on n'a pas approché le monde des assureurs ou des mutuelles pour ce deuxième service, c'est la prévention des chutes. Là, je veux dire, les résidents sont hypersensibles. On leur dit attention, vous avez tel niveau de risque, parce que c'est mesuré après une étude de 4 ans. Donc, et voilà ce qui a décroché, mais on est le tensiomètre en fait du risque de chute. Donc, faites quelque chose, allez consulter Alors, parce que vous allez chuter. Gabriel, il faut toujours se poser la question, qui paye? Oui. D'accord? Ouais. Qui va payer pour ça? Qui a intérêt à prévenir ces chutes-là? Normalement, c'est la sécurité sociale, d'abord, puis c'est les mutuelles, les assureurs de santé. Mais justement, il y a tellement de monde, et puis surtout, la question, c'est qui paye? Oui, absolument. Donc, pareil, on en discutera en aparté via Romain. J'ai peut-être quelques idées, mais effectivement, c'est une solution. Je pense que vous devriez attaquer plus tout ce qui est maintien au domicile. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et ça marche. Les résidences aussi, parce que le business model est très clair. Vous voyez, ça réduit les churns, ça réduit les frais d'acquisition, ça augmente la vente de téléassistance. Enfin, il n'y a que du bénéfice pour eux. Puis la différenciation, etc. Puis bien entendu, l'aspect humain. Voilà. D'accord. Merci. On avait une question aussi d'Emeric. Oui, bonjour. Petite question, est-ce que les actuaires, vous travaillez aussi avec les entreprises? Je me fais, je vais expliciter un petit peu dans le sens où nous, on a une solution, on fait de l'accompagnement au passage à la retraite. Globalement, quand on nous demande en entreprise le ROI de notre solution, à part balancer des banalités type oh, ça réduit l'absentéisme, et puis l'absentéisme, c'est beaucoup d'argent, et puis vous augmentez votre marque employeur, globalement, c'est un peu léger et c'est entre guillemets du bullshit. J'ai pas de chiffre exact sur ce que ça peut être. Est-ce que vous êtes capable de dire l'impact d'une solution sur une fin de carrière, par exemple? Alors oui, alors voilà, je vais répondre à toute la question. Donc oui, on travaille avec les entreprises. Donc tout à l'heure, j'ai donné l'exemple, hein, donc j'avais travaillé avec une société qui voulait vendre en fait du coaching physique, et donc elle captait des données de santé, et donc elle voulait utiliser ensuite, hein, de manière anonymisée
pour améliorer le risque, en fait, donc à la fois en santé, mais finalement, on s'est rendu compte qu'en travaillant ensemble, que c'était plutôt sur le risque d'essai qu'elle pourrait faire une démonstration à un assureur. Donc oui, on travaille avec les entreprises. Et après, là, moi, je ne peux pas vous dire en l'état ce que je suis capable de modéliser avec vous. En fait, il faut que je discute avec vous, que je regarde quel type d'informations je vais pouvoir avoir pour modéliser. Pour modéliser en fait le risque, faire des évaluations et des estimations de gains. Donc, a priori, oui. Maintenant, voilà, les actuaires, s'ils ne savent pas faire, ça fait aussi partie de leur déontologie de refuser, enfin voilà, de dire non quand ils ne pensent pas avoir une maîtrise experte du sujet. Ça, c'est un engagement que ça fait partie des engagements des actuaires au sein de l'Institut des actuaires. Ça fait partie de leur code de déontologie. Donc, j'ai envie de vous dire oui, on travaille avec les entreprises. Et si vous contactez l'actuaire, voilà, vous discutez de votre sujet avec lui, il voit toutes les informations qu'il peut avoir, donc que vous pouvez avoir, qu'il peut avoir aussi. On travaille aussi beaucoup avec des données externes, voilà, de toutes les données qu'on peut capter hein, sur votre sujet. Et il vous dira oui, je peux modéliser ou non, je ne peux pas modéliser votre risque et faire des calculs conséquents. Voilà, c'est la réponse que je peux vous donner. Je ne peux pas en séance dérouler la méthode sur votre sujet. Hein. Mais voilà, en gros, oui. Donc, je vous invite voilà, à contacter rapidement un actuaire. Vous pouvez me contacter moi, mais comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, vous pouvez contacter un autre actuaire indépendant qui pourra vous répondre. Super, je vous remercie. Merci, Moi, Carole. je veux Est-ce qu'il y a bien d'autres profiter aussi. Ouais, je vais bien profiter. Bonjour à tous, Marie-Lise Jacotin, Société Temeyo. Je profite de la tribune pour voilà pour poser quelques questions. Donc Temeyo, en fait, c'est une société de conseil RH sur la thématique des salariés aidants. Voilà, donc, Xavier, tu parlais pas mal de ce sujet-là. Donc ça veut dire que je fais quoi aujourd'hui? On intervient à 3 niveaux. Un premier qui est sur toute la partie conseil et formation, enfin formation, sensibilisation, formation. Un deuxième niveau qui est sur toute la partie du diagnostic, c'est-à-dire état des lieux et rémédiation avec effectivement du ROI dans le temps pour valider que ce qu'on met en place dans une entreprise, ça a effectivement un retour sur investissement. Et le troisième niveau qui est la fameuse aide aux aidants. Donc c'est un dispositif. Alors c'est un dispositif qui est un dispositif aujourd'hui qu'on a testé avec la Mutuelle Générale. Et moi j'ai un accord avec Malakoff Humanis. Et en fait, moi ma vraie question c'est, on parle beaucoup d'aide aux aidants. C'est effectivement une thématique qui est à l'ordre du jour, qui est importante. Il y a beaucoup de confrères qui proposent des systèmes de plateforme. Hein. Il y a beaucoup de digital, etc. autour de ça. Nous, aujourd'hui, on est plutôt dans une... en fait, on intervient en complément des plateformes qui peuvent déjà exister, parce qu'on parlait du service et de la qualité du service. C'est-à-dire que... on va dire qu'il y a un certain nombre de services qui existent, qui sont les services, ce que je vais appeler un peu standard, où on va tomber sur un conseiller, enfin moi j'en ai testé un certain nombre, hein, un conseiller qui va vous écouter pendant 1 heure et puis qui va vous envoyer un PowerPoint avec tous les copier-coller de tout ce que vous pouvez faire et puis roule, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, le service qu'on a mis en place, c'est un coordinateur qui, lui, a accès à 300 professionnels de santé sur toute la France, que ce soit des médecins, des ergothérapeutes, des psychologues, etc., et qui va, lui, en fonction de la problématique de l'aidant, interpeller ces différents corps de métiers en santé, hein, qui sont des professionnels certifiés, etc., et qui va pouvoir accompagner la personne de A à Z sur l'ensemble de sa problématique, que ce soit psychologique, un problème de médecin, un problème d'entrée en EHPAD, un problème juridique ou autre. Et ça a un coût, enfin, c'est un service qui est évidemment extrêmement cher. Aujourd'hui, on le propose. Alors, nous, on travaille directement avec des entreprises. Donc, on a un positionnement qui est un positionnement
qualitatif, donc avec des entreprises, etc. Donc, comme on intervient de manière globale, l'idée c'est d'accompagner les entreprises de manière globale sur un plan aidance qui va de la sensibilisation, formation à la rémédiation. Mais arriver effectivement à héroïser ce sujet des aidants, qui est pourtant un sujet qui est quand même un sujet d'actualité, parce que quand on voit l'impact de l'aidance en entreprise, moi, ce que je dis à mes clients, c'est 100% de vos salariés seront aidants dans les 20 prochaines années, en fait. Globalement, c'est ça qu'on est en train de se dire. Quand on parle de 1 sur 4 en 2030, avec une durée d'aidance de 4 à 6 ans, ça fait 100%. Donc, on a une vraie thématique. C'est comment arriver. Je suis en train d'analyser un peu tout ce qui existe dans les contrats d'assurance, comme vous dites, les contrats de prévoyance, les contrats de santé, etc. Il y a la jolie petite astérix qui est perdue dans un endroit au fin fond d'un contrat d'assurance dont on ne sait pas que ça existe, etc. Comment arriver à valoriser finalement un service qui est un vrai service qualitatif et de vrai accompagnement, enfin je ne sais pas comment vous dire ça, c'est pas un jugement de valeur, mais voilà, il y a les services standards et puis après il y a qu'est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on veut vraiment aider la personne et est-ce qu'on veut vraiment avoir un ROI derrière par rapport à ce qu'on va mettre en place. Donc aujourd'hui, nous on a des proof of concept avec des mutuelles, avec la mutuelle générale et l'accompagnement, c'est plutôt avec Malakoff. Mais c'est vrai que d'arriver à héroïser ce sujet-là pour pouvoir, je ne sais pas, soit l'intégrer dans des services de mutuelles, je m'interroge effectivement sur la capacité à calculer le ROI de ces sujets, mais je vais dire en fonction du niveau de services qui sont proposés. C'est peut-être pas clair ma question. Mais... On va voir. Si, en fait, on a beaucoup parlé du ROI parce qu'effectivement, donc sur des marchés en tension, l'assureur va vouloir évaluer un gain immédiat et un gain projeté. Mais on peut parler aussi de stratégie d'entreprise avec du service offert et un financement dédié. Voilà, après, tout va dépendre de la stratégie de l'entreprise. Par exemple, mettre en place un service dont on ne pourrait pas démontrer le ROI, ça peut être aussi avec un financement dédié, une action de communication importante qui rentre dans la stratégie d'une entreprise, d'un assureur. Voilà. Donc là, on est sur d'autres sujets, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut. Là, on est plus dans la négociation avec le board, voilà, qui va décider d'allouer de l'argent en fait à la proposition d'un service dont effectivement le gain n'est pas, en tout cas le gain financier n'est pas identifié, mais dont le gain en termes de réputation, d'image, parce que ça rentre en fait dans la culture, dans la culture et les valeurs de l'entreprise sont évidents. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Xavier, par rapport à ça, mais juste pour vous répondre, c'est par ce biais que j'aborde les entreprises aujourd'hui et c'est par ce biais qu'elles me prennent des prestations de services. C'est-à-dire que moi, je viens de l'IT, c'est un métier en tension. Quand on met en place un plan aidance, on en parle en recrutement, ça permet de différencier, ça permet de rentrer dans les problématiques de RSE, ça permet pas mal de choses. Donc moi, je travaille aujourd'hui par ce biais-là. Je fais des conférences, j'ai fait une conférence chez Vita avec 300 personnes, etc. C'est par ce biais-là. La vraie question, c'est est-ce que ce modèle-là peut intéresser? Moi, il me semble que c'est intéressant on parle d'assurance, on parle de dépistage, on parle d'anticipation, on parle de tout ça. Moi, il me semble que ce genre de service devrait intéresser une assurance, une mutuelle, mais je ne sais pas par quel biais en fait. Aujourd'hui, on développe ce service-là directement auprès des entreprises, mais je n'ai pas identifié encore de quelle manière je peux intéresser une assurance. Je suis en train de les démarcher, mais je n'ai pas encore trouvé peut-être la bonne accroche. Alors, pardon, vas-y. Mais je pensais que donc sur l'aide aux aidants, il y a quand même beaucoup d'assureurs qui ont
qui ont intégré cette valeur, enfin, en tout cas, voilà, il n'y a peut-être pas le service qui existe derrière encore, mais en tout cas, ils ont intégré cette valeur dans leur communication auprès des assurés. Si on regarde, voilà, si on regarde les communications des assureurs, l'aide aux aidants, le service aux aidants fait pleinement partie des valeurs, en tout cas de certains assureurs. Je te laisse peut-être prendre le. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Il y a G2R, il y a Ecclesia, par exemple, alors, c'est vrai que c'est balbutiant, hein, mais il y a déjà des produits spécifiques pour les aidants, d'accord, avec embarqué un peu de service, etc. Mais c'est vraiment balbutiant. Non, moi, alors moi, j'ai connu un peu le même problème, Marie-Lise, avec une startup que j'ai cofondée, qui s'appelle Social Direct, qui est une plateforme de téléconsultation d'assistance sociale. Je ne sais pas si on en a parlé l'autre fois. Effectivement, l'enjeu de l'assureur, il est un peu loin. Aujourd'hui, cette plateforme se développe qu'en direct avec les entreprises et ça ne marche toujours pas avec des assureurs. Alors, il y a aussi ce qu'il faut savoir, pour les salariés en tout cas, il y a un intermédiaire qui est très important, qui est le courtier. On va dire à partir des entreprises de plus de 50 salariés, c'est le courtier qui est en relation avec les RH. D'accord ? Oui. En fait, c'est un problème RH. C'est l'entreprise qui paye les primes de santé, de prévoyance qui sont élevées, etc., de plus en plus. Machin. L'assureur, en fait, pour les salariés, est très peu en relation avec les RH. Ça, c'est délégué au courtier. Mercer, enfin, tous les grands courtiers d'affaires. D'accord ? Et normalement, un courtier, c'est un conseil. Voilà. Après, c'est un peu schizophrène, mais le courtier n'a pas intérêt non plus à ce qu'il n'y ait pas trop de sinistralité, parce que ça veut dire que quand les tarifs augmentent, ça comme augmente. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire. Oui. Mais bon, et en même temps, ils doivent être conseils, c'est-à-dire ils doivent donner, voilà, c'est peut-être une piste. Oui, merci, mais effectivement, ça fait partie des pistes qui sont creusées, mais je trouvais ça, voilà, on parle beaucoup de ROI, on parle, etc. Et en fait, pour un sujet qui, il me semble, un sujet quand même d'actualité et de futur, je trouve que oui, il y en a beaucoup dans les assurances, tout le monde en parle. Je suis personnellement à la MAF, donc je suis allée voir ma petite conseillère. On a épluché les contrats. Voilà, il y a marqué effectivement au fin fond d'une ligne qu'il y a plein de choses qui existent. Et puis quand j'ai appelé, je peux vous garantir que c'était pas simple, quoi. Donc voilà. En fait, le ROI, quand il est multiple, c'est pas facile de le vendre à chacun, quoi, ou de le vendre. Bon, là, le ROI, il est bon pour les RH, pour l'entreprise. Oui. Il est bon aussi pour l'assureur, forcément. Mais il n'est pas forcément bon pour le courtier, tu vois. Voilà. Non, mais on multiplie les pistes, c'est pour ça. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ça marche. Merci. Thomas. Oui, merci. Donc Thomas Saphir, cofondateur de Zoécare. Donc je suis un peu comme Gabriel, je m'intéresse aux chutes. Donc Zoécare, on développe un détecteur de chute assez disruptif parce qu'il est basé sur les ondes Wi-Fi. Donc c'est juste une prise qu'on branche dans l'appartement ou dans la chambre et qui va détecter les chutes de façon précise sans avoir à apporter quoi que ce soit. Alors c'est pas encore commercialisé. On se dit qu'on va travailler un jour avec les assureurs, mais que ça va prendre du temps. Ma question, c'est, je voudrais revenir sur l'assurance dépendance. Alors, je ne sais pas si c'est une question en lien directement avec l'actuariat ou pas, mais donc, de ce que j'en comprends, je connais pas très bien, mais l'assurance dépendance, donc ça va financer des dépenses liées à la perte d'autonomie des souscripteurs. Et donc, ça peut être de la téléassistance, ça peut être du service d'assistance, ça peut être de l'hébergement encadré. Voilà, donc est-ce qu'il existe des opportunités pour des offreurs de solutions de type start-up ou autre de se faire référencer, d'établir un type de partenariat et la notion de ROI dans ce cas-là, est-ce qu'elle rentre en ligne de compte ou pas, sachant que finalement c'est le qui finance là, du coup c'est peut-être. Ouais, enfin voilà, je m'arrête là, je vous laisse répondre. Tu peux démarrer
Oui, je crois qu'on s'était croisés à Santé Campus, il me semble. Vraiment, votre solution est… Enfin, en tout cas, il y a une start-up qui est une solution. Vous êtes en Bretagne, c'est ça? Non. Alors, bon, alors c'est une autre. Alors, bon, en tout cas, C'est une ouais, solution qui ressemble. Oui, 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 une oui. solution qui Avec de ressemble, mais l'audio, je crois. avec de C'est ça. l'audio, tout à fait. Et là, c'est Voilà, pas de les Bretons, l'audio? non, là, c'est du Wi-Fi. Wi-Fi. D'accord. Alors, pareil, question, qui paye et pourquoi? Prévenir les chutes, bon, c'est bien. Mais alors, déjà, après, de manière pragmatique, hein, les seniors sont assurés en santé, peu en prévoyance, d'accord. L'accident domestique, etc., bon, il n'est pas couvert, en tout cas, par les assureurs de personnes, hein. Pas beaucoup. Mais honnêtement, pour moi, un assureur est trop en aval, d'accord. Effectivement, il a intérêt à, à, à ce qu'il y ait une meilleure détection des chutes pour que les secours puissent intervenir plus vite, pour peut-être réduire les journées d'hospitalisation suite à ces chutes et surtout avoir les conséquences derrière en termes d'entrée en dépendance, de mobilité, etc. Honnêtement, pour moi, vendre cette solution, elle est plutôt adressée à des organismes qui sont là pour gérer en gros le maintien au domicile. Mais tu vas avoir un sujet sur le qui paye parce que les boîtes qui coordonnent le maintien au domicile, elles vendent du service de coordination, d'accord? Elles n'ont pas les moyens de payer elles-mêmes ce service. En revanche, elles peuvent aller vers les départements pour payer ce type de solution. Mais ça, c'est département par département qui va avoir une latitude en disant, voilà, bon, bah, je vais octroyer X euros par mois, par an pour ce dispositif. Tu vois? Ouais, sur le sujet de l'accompagnement du business model et de détection des chutes, ouais, il y a plein de choses avec Thomas sur lesquelles on peut t'accoler lui, quoi, sur la partie service à la personne, service à domicile et autres. Je pense qu'il y a un sujet par contre, ce que je vais vous demander sur la partie actuariat. Est-ce qu'aujourd'hui sur la détection de chute au sens large, l'actuariat, on n'a pas un lien quand même à faire avec l'assurance dépendance et le métier de l'actuaire, c'est peut-être pas calculer aujourd'hui des questions de sa survenance de risque s'il y a des détecteurs de chute qui est installé à partir de, je sais pas moi, de tel âge sur quelqu'un qui bénéficie d'un contrat prévoyance, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la sinistralité, sur le coût du contrat? Parce qu'on parle quand même là de la… Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà vu des choses comme ça, Carole, dans le… Alors là, on parle du taux d'incidence, en fait. Oui, justement, installer Ouais, en prévention de la détection des chutes permettrait de faire baisser l'incidence de la chute chez des gens qui sont couverts par un contrat de dépendance et donc pourrait avoir un impact sur tout ce qui est tarification, inclusion et autres. Parce que là, il y a clairement un sujet qui oui, nécessite du alors, chiffre, quoi, une analyse alors, de risque. oui, mais en fait, ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est que en fait, il faut, enfin, c'est pas un marché qui est très large, en fait, la dépendance. Ouais, ça, bon, D'où le impossible. sujet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais non, bon, il y a la 5e branche hein, qui est une branche fantôme, mais voilà, et d'avoir un financement, enfin, il y a eu comme ça des propositions de financement global en fait du risque dépendance parce que il est très peu couvert par l'assurance. Pourquoi? Parce que moins il est large, plus c'est cher. C'est cher déjà à la base, et puis moins il est large, plus c'est cher. Et c'est un risque qui se construit maintenant depuis une trentaine, une quarantaine d'années, mais qui est encore un risque voilà, où peu large, où les bases techniques en fait commencent à se consolider tout juste, parce qu'il faut avoir une vision, enfin, c'est une vision dans le temps, enfin, c'est une vision longue. Voilà. Et oui, l'actuaire peut travailler sur ce type de calcul, mais compte tenu de finalement de l'étroitesse du marché, voilà, je suis pas sûre qu'il y ait un fort impact. Voilà. Voilà ma réponse comme ça a priori, mais bien sûr il faudrait travailler plus dans le détail, mais et c'est quelque chose qu'il faut explorer.
Mais oui, effectivement, donc ça a eu donc ça modifie ça peut modifier l'incidence. Donc à voir sur quels âges spécifiquement voilà on travaille, comment ça ferait évoluer le taux d'incidence et comment ça améliorerait globalement en fait le tarif de l'assurance dépendance, qui est un tarif voilà, qui peut facilement augmenter sur une vision de la sinistralité qui est constatée comme ça, voilà, encore une fois, sur un marché peu large. Enfin, en fait, le tarif, il évolue plus en fonction d'un constat sur les portefeuilles que de possibilité d'agir directement sur l'incidence. Et bon, ça c'est le travail aujourd'hui de l'actuaire, mais voilà, l'actuaire pourrait travailler là-dessus. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un fort impact. Merci Carole. Une réponse vraiment a priori. Hein. Pas de souci. Je vous propose qu'on s'arrête maintenant parce qu'il y a d'autres événements qui s'enchaînent et on arrive au bout du créneau. Merci à vous, Carole, Xavier, pour votre intervention. S'il y a des questions, on ne manquera pas voilà, de vous les faire passer ou de faire les mises en relation en direct avec les personnes qui le souhaitent. Pour les participants à notre Silver Week, on vous invite dès cet après-midi à nous rejoindre pour les Speed Expertise pour ceux qui se sont inscrits. Et sinon, on se retrouve dans le reste de la semaine sur les webinaires dédiés à la protection sociale, au travail avec les bailleurs sociaux ou pour notre afterwork, je rappelle. Demain à 18h30, vous êtes tous invités au Social Bar avec nous pour partager un petit moment convivial. C'est aussi ça la force d'un réseau comme Silver Valley. Donc n'hésitez pas, aidez notre. Merci, vous redécouvrez le programme. Merci pour cette intervention. Puis à très vite et à bientôt pour notre Silver Week. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.